La guerre commence en septembre 1939 par l'agression de l'Allemagne hitlérienne contre la Pologne. Et là, l'Allemagne va se trouver aux prises avec une contradiction profonde. Toute sa politique vis-à-vis des Juifs entre 1933 et 1939 était de les faire partir, mais avec les victoires militaires contre la Pologne d'abord, puis contre le monde occidental ensuite, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Belgique et la France, elle va se trouver aux prises avec une masse considérable de Juifs, plus de 2 millions de Juifs en Pologne, parce qu'on peut considérer qu'1 million fait partie de la zone soviétique, et plus de 500 000 Juifs en Europe occidentale. Commençons par la Pologne. Très vite, quand la guerre commence et que l'Allemagne met la main sur les 2 tiers du judaïsme polonais, on peut dire que sa politique a été d'une extrême brutalité vis-à-vis des Juifs polonais, dont elle ne sait pas que faire, finalement, parce que c'est une politique qui tâtonne, très pragmatique, il n'y a pas de plan préétabli, elle n'a rien prévu à ce moment-là, et c'est une politique qu'on peut résumer en 3 mots. Affamer, bloquer, repérer. Affamer, très vite. Dès la création des premiers ghettos en octobre 1939 en Pologne, il y a une organisation de la faim telle qu'on vise à bloquer l'approvisionnement, à affamer les Juifs, à provoquer par exemple des horaires spéciaux dans les magasins qui font qu'il n'y a plus de possibilité de ravitaillement. De la même façon, bloquer, c'est également imposer des restrictions dans les transports, et repérer, c'est évidemment repérer par le brassard, puis par l'étoile. Le brassard, c'est tout simplement le fait que dans les ghettos polonais, dès le mois de décembre 1939, tous les Juifs âgés de plus de 6 ans doivent porter un brassard blanc avec une étoile de David bleue sur la manche droite du vêtement. Quand la Pologne est envahie par l'Allemagne le 1er septembre 1939, elle disparaît en tant qu'État à la fin du mois de septembre 1939. Je rappelle qu'en fonction du pacte germano-soviétique, l'ouest de la Pologne est sous contrôle allemand, l'est de la Pologne est sous contrôle soviétique. L'ouest de la Pologne sous contrôle allemand, ça veut dire, premièrement, une zone nord, Vilna, annexée par la Lituanie, une zone ouest dans laquelle se situe la ville de Łódź, deuxième grande ville du judaïsme polonais, annexée par l'Allemagne, qu'on appelle le Warthegau, et une zone centrale qui est une sorte de zone croupion, que les Allemands appellent eux-mêmes un dépotoir ethnique, qu'ils vont appeler le gouvernement général, et où ils vont nommer à la tête de cette institution Hans Frank. Il faut se souvenir de ce nom-là parce qu'il restera le gouverneur général de cette institution étrange qui n'est ni un État ni un protectorat, rien, c'est une zone de dépotoir, comme ils le disent eux-mêmes, dans un terme abominable, pratiquement jusqu'à la fin de la guerre. À l'automne 1939, combien de Juifs les Allemands contrôlent-ils en Pologne? Un peu plus de 2 millions. Précisément, 1 300 000 dans le gouvernement général, là où est situé Varsovie, par exemple, Lublin, Cracovie et autres, et 600 000 environ dans le Warthegau, là où est situé Łódź, dont j'ai parlé à l'instant. Très vite, les premiers mois de l'occupation allemande en Pologne sont marqués par une violence inouïe dont on n'a pas idée et qui est très peu connue. Car dès le mois de septembre 1939, opèrent en Pologne ce que les Allemands appellent des Einsatzgruppen, qui assassinent en 2 mois 70 000 civils polonais. Pour beaucoup des Juifs, mais pas exclusivement des Juifs. C'est donc très tôt que les Juifs sont astreints à se rassembler dans des ghettos. Donc on élimine les petites communautés des campagnes et on force les Juifs à se rassembler dans des villes ou en tous les cas dans des grosses bourgades. 2, qui sont très tôt marqués par le brassard, je l'ai dit, qu'ils sont très tôt soumis à un couvre-feu drastique, très tôt soumis à un recensement obligatoire et très tôt également obligés, dès le mois d'octobre 1939, de constituer au sein des ghettos, constitués de force, un conseil juif obligatoire dans toutes les communautés, de 12 personnes pour les petites communautés, les petits ghettos, et de 24 personnes pour les grandes communautés comme celle de Łódź, par exemple, ou de Varsovie. Qu'est-ce que c'est que le ghetto allemand? Le ghetto allemand n'a rien à voir avec le ghetto médiéval de Venise, ou le premier ghetto historique de 1516. C'est un quartier séparé que les Allemands n'appelleront jamais ghetto. Ils parleront toujours de quartier juif ou de zone d'épidémie. Ce qui sous-entend d'ailleurs que les Juifs sont des facteurs d'épidémie ou que les Juifs sont à eux-mêmes une sorte d'agents pathogènes. Ce ghetto est un quartier, dans la plupart des cas, clôturé par des hauts murs. C'est pas vrai dans tous les cas. Mais dans les cas les plus importants, comme Varsovie, comme Cracovie, comme Lublin, comme Łódź, il s'agit de hauts murs de 3 mètres de haut, terminés par des tessons de verre et des barbelés, qui enserrent complètement la communauté juive. Les grands ghettos, ce sont eux qui nous intéressent parce qu'ils rassemblent le maximum de population. Le premier d'entre eux, c'est Łódź, avril 1940.
suivi de Varsovie, octobre 40. La clôture est hermétiquement terminée le 16 novembre 40. Cracovie en mars 41, Lublin en avril 41 et Lvov en décembre 41. J'arrête là la liste, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Bon, il n'y a pas de modèle unique des ghettos. Je le répète, la politique allemande est une politique pragmatique, qui tâtonne, qui ne sait pas encore quoi faire de cette masse de juifs. Et donc tout nous indique qu'il n'y a pas de plan génocidaire d'emblée dans l'institution des ghettos, même si la politique allemande des ghettos est d'essence génocidaire. Et j'en dirai un mot dans un instant. Mais quand je veux dire qu'il n'y a pas de politique encore génocidaire clairement établie concrètement sur le papier, ça signifie seulement que tout se passe comme si les ghettos étaient une solution transitoire en attendant ce que les Allemands appellent eux-mêmes la solution finale de la question juive. Endlösung. Qu'est-ce qu'ils entendent par solution finale de la question juive? En 39-40, ils entendent une déportation, quelque part en Europe, de la population juive, et une déportation qui est déjà d'essence génocidaire, car il ne s'agit pas de constituer un foyer juif quelque part, mais bien de mettre fin à l'existence juive, mais loin des yeux, le plus loin possible, et de préférence après la guerre. Cette déportation sera impossible, on le verra, autant en Pologne même qu'en Union soviétique, et c'est ce qui explique que les ghettos sont un phénomène temporaire en attendant d'en finir avec les juifs, mais on ne sait pas comment en fait. Bon. Les grands ghettos qui nous intéressent le plus sont Łódź et Varsovie. Le ghetto de Łódź, c'est environ 200 000 personnes qui sont transférées de force au début de l'année 40 dans un quartier où vivaient jusque-là 62 000 juifs. Ce qui fait que la densité par pièce, le nombre de personnes par pièce est de 6 personnes par pièce. Ce sont même les statistiques allemandes qui le disent. Dans le ghetto de Łódź vont être déportés non seulement les juifs de Łódź, regroupés dans un tout petit espace, mais aussi les juifs des environs de Łódź et même des juifs du Reich et des Tziganes qui sont envoyés de très loin pour être regroupés, donc entassés dans cette surpopulation-là. Tant et si bien que, sans qu'on puisse encore parler de génocide caractérisé avec une volonté génocidaire d'en finir, la politique allemande entre 39 et début 42 pour tous les ghettos est une politique d'essence génocidaire qui vise à tuer par la faim, par le froid, par la maladie. Je donne un exemple pour Łódź. En mai 42, avant les grandes déportations du mois de septembre, on compte 58 naissances au mois de mai 42 pour 1779 décès. Ce que je dis là de Łódź est vrai de Cracovie, est vrai de Varsovie, est vrai d'ailleurs. Tant et si bien qu'avant les grandes déportations de septembre 42, 55 000 juifs de Łódź sur 200 000, donc 1 sur 4, disparaît de faim, de tuberculose, de maladies diverses et bien sûr de froid, parce que le froid polonais c'est moins 20 degrés au mois de janvier. Łódź va devenir le dernier grand ghetto, il ne sera liquidé qu'en août 1944 et ça sera une exception. D'abord, c'est le seul grand ghetto situé en territoire allemand. Je le rappelle, il est situé en territoire annexé. Et c'est le seul grand ghetto à durer aussi longtemps pour des raisons économiques. Tous les autres ghettos en 1944 auront été liquidés. L'autre grand ghetto qui nous intéresse, c'est évidemment Varsovie. Parce que Varsovie, c'est non seulement le plus grand ghetto, mais c'est à lui seul, au moment de sa plus grande extension en 41, avec 450 000 juifs reclus, c'est à lui seul autant de juifs que la France et la Belgique réunis. C'est donc un véritable condensé de toutes les phases de la Shoah qu'on va voir dans le ghetto de Varsovie. Le ghetto de Varsovie est hermétiquement clos le 16 novembre 1940. Combien de juifs? Environ 400 000 au début, 470 000 en 41. Non pas que la natalité ait augmenté, bien sûr que non, c'est qu'on a continué à entasser dans le ghetto de Varsovie des juifs venus des environs, de tous les environs, et même des juifs venus d'autres régions. Entre novembre 40, le ghetto clos, et juillet 42, le début des déportations à Treblinka. Les institutions juives du ghetto vont prendre en charge toute la vie civile de la communauté, c'est-à-dire les cantines qui vont distribuer aux indigents 70 000 repas par jour à midi, il n'y a pas de repas du soir. L'enseignement clandestin car les juifs sont interdits d'école. Les yeshivot clandestines et les offices religieux clandestins car les juifs sont interdits de pratiquer le culte, les synagogues sont fermées. Une vie culturelle intense. On va monter des pièces de théâtre dans le ghetto de Varsovie.
On va publier 47 journaux. Il ne faut pas imaginer des journaux de 20 pages, mais simplement des feuilles renéotypées de 2, 3, 4 pages, par exemple. Des journaux dont 50% sont d'obédience sioniste et 25% d'obédience du Bund. On va même constituer des archives clandestines, avec à leur tête l'historien Emmanuel Ringenblum et son groupe Onek Shabbat, la joie du Shabbat, à l'intérieur même du ghetto. Mais le propre du ghetto de Varsovie, c'est la misère. La faim programmée, comme à Lodz. Tcherniakov, le président du ghetto, note dans son carnet en mai 41 « Enfants mourant de faim dans les rues ». La ration de pain, c'est 700 grammes par semaine en 41. Par semaine, 100 grammes par jour. 2 tartines. La ration calorique d'un juif calculée par les Allemands est de 200 calories par jour. La ration calorique réelle, grâce au marché noir, est de 800 calories par jour. Si vous n'avez pas de relation, si vous n'avez pas d'argent, avec ça vous tenez 3 mois au grand maximum. Résultat, entre 39 et 42, 100 000 juifs de Varsovie sont morts de faim, de froid, de tuberculose, de grippe, d'angine, d'inanition tout simplement dans les rues. 1 habitant sur 4 est mort avant toute fusillade, avant toute déportation. Donc le spectacle de la misère est omniprésent. Là-dessus, les archives abondent parce que les archives du ghetto de Varsovie ont été en partie sauvées. Elles ont été pour 2 tiers d'entre elles retrouvées en 1946 et 1950. Là-dessus, il faut bien parler des conseils juifs. Les conseils juifs ne sont pas une initiative juive, sont une initiative allemande. Les Allemands obligent la communauté juive à se doter d'un conseil juif partout. Quel est le but? Le but, c'est que le conseil juif prenne en main les tâches administratives que les Allemands ne veulent pas exécuter. Autrement dit, les Juifs vont devenir, sans le savoir, sans forcément le vouloir, bien sûr, les exécuteurs passifs, indirects, du plan allemand qui a été conçu. Mais, avant de juger les conseils juifs, on ne peut pas oublier ceci, c'est que les conseils juifs ne savent pas quelle sera la fin. Et qu'ils raisonnent exactement comme ont raisonné tous les leaders juifs dans l'histoire, en se disant, nous avons connu d'autres tempêtes, d'autres orages, courbons le dos, faisons le gros dos, attendons que l'orage passe et nous sauverons le maximum de communautés. Personne ne peut envisager que tous seront tués, personne ne peut imaginer Treblinka, même les esprits les plus pessimistes du siècle, un Weizmann ou un Jabotinsky en 1939, ne pouvaient pas imaginer Belzec ou Treblinka. Donc pourquoi voudrait-on que les conseils juifs n'aient pas à ce moment-là manqué aussi d'imagination? Donc de fait, les conseils juifs vont devenir les rouages de la politique allemande d'extermination. Est-ce que pour autant c'était des collaborateurs? Le mot ne se prête pas. Le mot collaborateur est réservé à un type précis de collaboration, mais qu'ils aient participé et qu'en particulier la police juive ait effectué un travail souvent ignoble en sauvant sa propre peau au détriment de juifs qu'ils ont dénoncés, c'est indéniable et le fait est que les conseils juifs, comme la police juive, vont susciter une haine puissante au sein des communautés juives pendant la guerre, bien après la guerre, et pendant des décennies encore après la guerre, on le verra lors du procès Eichmann. Un dernier mot, c'est Tcherniakov, le président du Conseil juif de Varsovie. Il a tenté, contre l'occupant, d'organiser la misère, il a tenté de planifier la survie des siens, il a tenté de sauver ce qu'il pouvait sauver de la communauté, mais quand il comprend le 22 juillet 42, quand il reçoit l'ordre de transfert des Juifs à l'Est, les Allemands n'emploient jamais le mot déportation, il comprend que cette fois c'en est fini, qu'il s'est trompé sur toute la ligne, et il se suicide pour refuser de signer l'ordre de déportation. Et quand il se suicide, avant son suicide, un quart d'heure avant d'avaler la capsule de cyanure, il laisse 3 lettres, dont l'une au Conseil juif. Et dans la lettre qu'il laisse au Conseil juif, il écrit ceci, et je terminerai là-dessus. Vortov c'est l'officier SS qui est venu, Vortov est venu au Conseil juif aujourd'hui, et il a ordonné pour demain la préparation du transport des enfants. Cela fait déborder le vase. Je ne peux pas livrer à la mort des enfants sans défense. J'ai décidé de m'en aller. Ne le traitez pas comme un acte de lâcheté ni comme une fuite. Je n'ai plus de force. Mon cœur se brise de chagrin et de pitié. Je ne peux pas souffrir davantage. Je suis conscient de vous laisser un lourd héritage. Fin de citation.